C'est un docteur, mais il s'est beaucoup plus lancé dans l'humanitaire. Ça n'arrive pas. Lui, c'est docteur Kakisinghi. Bienvenue, docteur. Merci beaucoup. De Joseph Kakisinghi. Merci beaucoup. Voilà. Alors, au niveau de Bukavu, la première édition du symposium, cette fois-ci, c'est ici à Kinshasa. Pourquoi des Bukavu à Kinshasa? Alors, nous avons fait les premiers symposiums à Bukavu parce qu'il fallait jeter des bases, donc les jalons de la localisation en RDC. Et du coup, on s'est rendu compte que les grands décideurs et les institutions se trouvent à Kinshasa. Il fallait donc organiser le deuxième symposium à Kinshasa pour pouvoir avoir la possibilité d'inviter tous les décideurs, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des ambassades, au niveau des bailleurs de fonds. Et surtout que pour déplacer parfois des grandes personnalités jusqu'à l'intérieur, parce que ça pose problème, alors il fallait approcher l'événement d'eux pour pouvoir avoir plus de chances de les rencontrer. Alors, vous parlez de la localisation. J'aimerais quand même savoir, c'est quoi la localisation et pourquoi parler de la localisation pendant ce temps? Alors, je vais entrer dans l'historique. En fait, depuis 2016, il s'était tenu à Istanbul ce qu'on appelait les sommets humanitaires mondiaux. Et au cours de ces sommets-là, les bailleurs de fonds, les agents des Nations Unies, les personnalités importantes qui interviennent dans l'humanité s'étaient réunies pour réfléchir, pour analyser à peu près ce qui se passe dans les systèmes humanitaires. Le constat était alarmant. On s'était rendu compte que sur $100 qu'on donnait pour appuyer, seulement 1% arrivait effectivement aux bénéficiaires. Et cela parce que le système humanitaire était fait de manière à ce qu'il y ait trop d'intermédiaires entre les donateurs et les bénéficiaires de l'aide. Et de là est né ce concept-là de la localisation de l'aide humanitaire, c'est-à-dire faire en sorte que les acteurs humanitaires locaux qui sont avec les personnes en besoin avant, pendant et après les crises soient ceux qui bénéficient le plus possible de financement et ainsi réduire le nombre d'intermédiaires et espérer ainsi avoir un peu plus de financement qui arrive, un plus grand pourcentage qui arrive directement aux bénéficiaires et très peu reste dans les frais de gestion et les frais de fonctionnement. Et cela fait qu'on a donc mis en place le concept de localisation qui a pour objectif de mettre les acteurs locaux au premier rang de la réponse humanitaire et de mettre les communautés bénéficiaires au centre de l'action. Et il s'en va donc dire qu'avec cette approche, on espère avoir une réponse plus rapide, plus adaptée aux besoins de communautés et avec le plus grand pourcentage des financements qui arrivent directement aux communautés. Et donc, au cours de ces assises-là d'Istanbul, on a défini un certain nombre de concepts pour permettre effectivement de rendre effective cette localisation. Et parmi ce qu'on peut appeler comme les outputs de ces sommets, on peut noter ce qu'on appelle les grandes bargains ou les grands marchandages ou les grandes discussions où les bailleurs de fonds ont discuté avec les agences et les ONG internationales et les ONG qui étaient là tout court pour voir comment faire en sorte que l'aide humanitaire soit en fait plus rapide et plus adaptée et moins chère. Et de là, ils ont pris les 8 engagements qui aujourd'hui constituent la base des plaidoyers pour la localisation en RDC et qui en fait constituent les fondements de ce travail qu'on a commencé à Bukavu, le symposium, et qu'on va continuer ici à Kinshasa pour essayer de faire avancer en fait ces points pour la matérialisation de la localisation. Et parmi ces éléments, on peut les grouper en 4 points essentiels, notamment le premier groupe de travail, c'est en fait le transfert de compétences, donc amener les compétences des agences et des ONG internationales vers les acteurs locaux, mais aussi il y a des compétences que les locaux ont que les internationaux n'ont pas. Donc, échanger les compétences. Le deuxième groupe de travail, c'est en fait donc les partenariats équitables. C'est-à-dire faire de sorte que les partenariats entre les acteurs locaux et internationaux soient équitables et qu'on quitte donc de la notion de sous-traitance vers la notion de vrai partenariat où les deux partenaires discutent d'égal à égal et se présentent ensemble devant les bailleurs de fonds pour négocier ensemble les financements. Et le troisième axe, c'était en fait la coordination et le partage des pouvoirs. Comme on le sait, dans le temps, les agences des Nations Unies et les ONG internationales avaient tous les pouvoirs de décision et les ONG nationales n'étaient là que pour de sous-traitance et ne pouvaient pas décider ou ne pouvaient pas participer à la décision. Mais avec cet axe-là qui veut qu'il y ait le partage des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il faut que les acteurs locaux siègent à tous les niveaux de décision, à toutes les structures de coordination et participent à l'influence et à l'orientation de la réponse humanitaire. Et finalement, le quatrième axe, c'était en fait
le financement de qualité et direct. Et là, la décision qui avait été prise, c'était qu'il faut que 25% de l'ensemble des financements arrivent directement aux acteurs locaux sans intermédiaire d'ici 2023 ou 2025, j'ai un peu de confusion. Mais il fallait que cela soit un élément clé pour booster la localisation. Et donc, pendant le premier symposium, nous nous sommes mis d'accord au niveau de la RDC pour donner une définition de la localisation qui est adaptée à notre concept, à notre contexte. Parce que comme vous le savez, la RDC, c'est 30 ans de crise humanitaire. Donc, ça fait 30 ans que les acteurs locaux travaillent aux côtés des acteurs internationaux. Ils ont eu le temps d'acquérir des compétences. Ils ont eu le temps de créer des ONG qui sont tout à fait compétitives et qui ont tout ce qu'il faut comme bagage et comme capacité à mener la réponse humanitaire. Et donc, il fallait se mettre d'accord, il fallait se mettre ensemble pour définir, pour la République démocratique du Congo, c'est quoi la localisation, c'est quoi qu'on peut retenir, qui peut nous mettre ensemble et quels sont les piliers sur lesquels on peut s'accrocher. Voilà. Alors, ça sont des besoins humanitaires. L'objectif de ça, c'est favoriser beaucoup plus les acteurs locaux. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que ça soit organisé ici à Kinshasa, alors qu'on sait que le terrain ou l'endroit là où il y a beaucoup plus besoin de cette situation humanitaire, c'est au niveau de Bukavu, au niveau des Goma, c'est dans des situations à conflit. Mais ramener ici à Kinshasa, vous ne voyez pas que certains acteurs locaux ne vont pas se retrouver par rapport à ça? En fait, la question est pertinente, mais en fait, il faut savoir que la situation de notre pays, où je dirais le positionnement des institutions dans notre pays nous impose un peu à faire cela. Si on regarde le contexte, les 5 régions humanitaires prioritaires sont à l'est, notamment. Il y a le Sud Kivu, le Nord Kivu, l'Ituri, le Tanganyika et le Maniema, en fait. Il y a aussi le Katanga. Il y a aussi le Tanganyika. Le Katanga, c'est au niveau de Tanganyika. Oui, voilà. Oui. C'est aussi une zone prioritaire. Mais aujourd'hui, il est en train de passer dans la phase Nexus, c'est-à-dire dans la phase de consolidation. On estime de plus en plus que les urgences sont en train de diminuer. On est en train de passer dans la phase de consolidation. Alors, ça fait que c'est dans ces régions-là qu'il y a les zones humanitaires prioritaires. Mais les décideurs sont basés à Kinshasa. Par exemple, le coordinateur humanitaire, il est à Kinshasa. Le chef de OCHA, il est à Kinshasa. Les ministres des Affaires humanitaires, il est à Kinshasa. Et les clusters et les bailleurs de fonds sont à Kinshasa. Et donc, les milieux où se passent les problèmes, c'est à l'est, mais les décideurs sont à l'ouest. Et du coup, il faut amener ces décideurs-là dans le dialogue, dans la conversation, pour pouvoir arriver à prendre des décisions qui vont finalement faire en sorte que les moyens soient octroyés rapidement et qu'on entre dans la localisation. C'est ce qui a motivé à ce que nous, on se déplace vers les preneurs de décisions. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a eu beaucoup de conversations avant qui ont fait qu'ils se sont totalement engagés dans les processus. Je peux par exemple vous dire qu'il était prévu de déplacer 50 acteurs de l'intérieur vers Kinshasa. Mais à cause des contextes actuels, il est difficile de les amener. On va plutôt amener 25 acteurs. Et ces 25 acteurs vont être transportés par le PAM. Donc c'est déjà un engagement par le PAM. PAM. Alors que dire de ces acteurs locaux qui sont dans des zones à conflit, Goma, Bukavu? Comment ils vont faire pour arriver à Kinshasa? Ça va être très compliqué, mais ils vont arriver. On a tout fait pour qu'ils arrivent. Parce que de Bukavu, on aura une délégation de 9 personnes qui viendront, pas de Bukavu, mais du Sud Kivu. Donc de toute la région du Sud Kivu. Aussi bien les zones sous contrôle que des zones non sous contrôle. On aura des gens qui vont venir du Nord Kivu. Je pense une délégation de 5 personnes qui viendront de Goma, de Rutshuru, du Grand Nord. On aura des personnes qui vont venir de Kalemi et des personnes qui vont venir de l'Ituri. Et puis évidemment, ceux qui vont venir de Kinshasa. Ça, c'est pour que tout le monde, tous les acteurs locaux, les plus en tout cas pertinents dans les discussions sur la localisation, soient là. Parce que en fait, l'objectif, c'est de pouvoir discuter sur la même table, comme cela est repris dans les objectifs de la localisation. Pouvoir discuter sur la même table les acteurs locaux, les acteurs internationaux, les agents des Nations Unies, les bailleurs de fonds, le corps diplomatique, le gouvernement, les secteurs privés, pour qu'ensemble on réfléchisse sur comment matérialiser la localisation
ici en RDC. Voilà. Alors, il y a aussi une autre problématique. À chaque fois lorsque la ministre, par exemple, la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, descend sur terrain, l'objectif, elle veut beaucoup plus parler avec les acteurs locaux. La fois dernière, c'était au niveau des Tanganyika. Mais ces acteurs locaux se plaignent beaucoup plus. Ils disent que certaines actions se sont beaucoup plus éloignées. Comme par exemple au niveau de OICHA et d'autres partenaires internationaux. Ils n'arrivent pas certainement à prendre à bras le corps les problèmes locaux. D'où il faut beaucoup plus multiplier beaucoup de stratégies. Est-ce que cette problématique sera aussi prise en compte lors de ce symposium? Alors, lors de ce symposium, nous allons nous pencher vraiment sur la mise en place des structures de matérialisation de la localisation. Elles sont des structures qui vont être déclinées en 5 structures importantes. Et si on arrive à les mettre à pied et que tout le monde se les approprie, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et beaucoup de choses qui vont trouver des réponses auxquelles on se pose des questions. Je vais entrer un peu plus en profondeur. Nous avons eu le premier symposium qui a donné la définition et les piliers. Puis on a continué des conversations avec OCHA, avec les coordinateurs humanitaires, avec le bailleur de fonds, avec les ONG internationales. Et nous sommes arrivés à mettre en place une réflexion qui nous a amené à designer le cadre global de la localisation pour la RDC. Ce cadre global, il contient des structures très importantes, comme ce que nous appelons la communauté de pratique, sur une structure sur laquelle on va beaucoup discuter pour essayer de l'avaliser, de valider. C'est un cadre donc, qui réunit tous les acteurs qui interviennent dans la localisation. Et donc, c'est une structure clé qui va en fait essayer de mettre des normes qui devront suivre les acteurs qui s'engagent dans la localisation et pour que cela soit quelque chose de plus palpable et de plus vrai et non théorique. Il y a une structure sur laquelle je vais beaucoup insister, qui s'appelle les FOAL, c'est-à-dire que Fonds humanitaires pour les acteurs locaux. La grande difficulté qu'ont les acteurs locaux, c'est l'accès en fait au financement. L'accès au financement. Accéder au financement. Parce que les acteurs locaux, ils sont avec les communautés. Ils peuvent être là, ils peuvent prévenir. C'est eux qui amènent les premières alertes, c'est eux qui donnent les premières analyses, qui amènent à décider qu'il y a une crise ou pas et qu'il faut allouer des financements. Mais c'est fait que souvent, eux n'ont pas accès à ces financements-là. Et donc, ce sont les acteurs internationaux qui sont connectés aux bailleurs de fonds, qui en fait obtiennent les financements et parfois ils les amènent là où eux sont. Et souvent, ce n'est pas là où il y a les besoins les plus accrus. Les besoins les plus accrus sont parfois là où c'est difficile d'accéder et où il n'y a que les acteurs locaux. Alors, les FOAL, si on arrive à faire en sorte que les gens se l'approprient, ça va être une des solutions. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les FOAL? On veut faire en fait en sorte que tout ce qu'il y a comme contribution au financement de l'action humanitaire au niveau du pays soit collecté dans un fonds classique. Je donne un exemple. Quand il y a eu par exemple la catastrophe de Calais, nous avions organisé avec les acteurs locaux la première évaluation. D'abord, nous avions été les premiers à lancer l'alerte. Ensuite, nous avons organisé la première évaluation avec les acteurs locaux. Nous avons évalué les besoins et nous avons partagé avec la communauté humanitaire. Pendant ce temps, le coordinateur humanitaire a lancé le processus pour lancer une allocation des fonds humanitaires. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires, il y a eu beaucoup de politiciens, il y a eu beaucoup de personnes de bonne volonté qui ont aussi contribué, qui ont amené des cargaisons de nourriture, qui ont donné de l'argent. Mais cela a été fait de manière un peu désordonnée. Et parfois, c'était à la base de conflits. On se rappelle par exemple qu'il y a des gens qui avaient amené des tôles, mais comme il n'y avait pas une structure organisée, il n'y avait pas de structures qui sont professionnelles pour recevoir cette aide et les redistribuer, ça fait que les gens se sont battus. Et il y a eu des morts. Donc l'aide s'est transformée en problème. Mais maintenant, on voudrait qu'avec les FOAL, qu'on sensibilise tout ce qu'il y a comme des grandes sociétés. Il y a des sociétés minières qui sont ici, il y a des sociétés qui sont dans la communication, il y a de la FEC, pour qu'ils contribuent avec des petits montants dans ces fonds-là. Et ces fonds seront gérés de manière très transparente, avec un conseil d'administration où il y a tous les contributeurs, avec une coordination qui suit la procédure pour l'acquisition au fonds, pour la mise en œuvre et le contrôle. Et ensuite, il y aura CONAFOD qui est là pour essayer de réguler l'ensemble du système.
Et donc, on s'est rendu compte que le pays a déjà sur son budget national, un budget alloué à l'action humanitaire. Mais les acteurs locaux se rendent compte que c'est très difficile d'accéder à ces budgets-là parce que le mécanisme n'est pas clair. Et si on prenait une partie de ces budgets avec l'ensemble de contributions qu'on peut trouver en sensibilisant les entrepreneurs locaux, on peut arriver à collecter suffisamment de fonds qui peuvent répondre à nos besoins humanitaires et qui peuvent être gérés de manière classique. C'est-à-dire, il y a un fonds qui est là, quand il y a des besoins, on lance les allocations, les acteurs locaux ou les acteurs locaux qui sont sur le terrain, ils proposent des projets, les projets sont étudiés, et quand ce sont des projets pertinents, ils passent à l'approbation du conseil consultatif ou conseil d'administration qui approuve que les projets peuvent être financés. Ensuite, la structure de gestion fait toute la procédure pour donner les fonds, tous les mécanismes de suivi et de rapportage. Et après, les fonds sont attribués et il y a un programme de suivi pour voir si les fonds sont utilisés justement aux besoins. Donc ça, c'est une des solutions qu'on voudrait apporter et qu'on espère vraiment qui sera adoptée aussi bien par le gouvernement que par tous les acteurs de la RDC. Parce que dans d'autres pays où on a été, on a vu par exemple des dispositifs tels que une entreprise peut décider qu'il donnera les 5 pour 1000 de son impôt pour les actions humanitaires. Et cela est acté par le gouvernement. Et on voudrait arriver à la même chose chez nous. Pour voir, par exemple, les sociétés minières peuvent dire je donne 5 pour 1000 de mon impôt à ces fonds-là. L'ensemble des gens de la FEC peuvent dire la même chose. Et on peut arriver à collecter suffisamment de fonds et ensuite à les mettre dans les systèmes. Parce que c'est un système. Vous voyez, par exemple, il y a les fonds humanitaires qui couvrent que 10% des financements qui arrivent. Si on peut avoir un autre fonds qui le complète, de telle sorte que tous les besoins humanitaires, par exemple pour 2025, les besoins humanitaires sont chiffrés à 2 milliards 500 millions. 2 milliards 500 millions. Or, on sait que... dollars. De dollars, oui. Parce qu'on fait des analyses, des études... Est-ce que vous tenez compte aussi? Parce qu'il peut y avoir aussi des détournements de ça. Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi? Je vous donne un exemple pour les fonds humanitaires. Parce qu'on va se baser sur ce genre de modèles. Pour les fonds humanitaires, si vous détournez 0,5 $, lors des évaluations, cela va être remarqué. Comment ça? Parce qu'il y a des équipes. D'abord, votre projet doit être précis, avec des programmes précis. Donc, c'est comme si vous dessinez ce que vous allez faire avant de commencer à le faire. Et cela est validé et un contrat est signé pour le respect de chaque chose ligne par ligne. Et les documents justificatifs sont établis à temps et sont donc, vous vous mettez d'accord en signant le contrat. Et pendant la mise en œuvre, il y a des mécanismes de prise d'informations retour auprès des communautés qui sont informés que telle organisation a gagné tel projet avec tel budget pour faire telle chose. La communauté fait son feedback. Quand la communauté a l'impression que ce qu'on leur a décrit comme projet n'est pas ce qui est en train d'être fait, il y a des mécanismes pour alerter les fonds humanitaires. Et les fonds peuvent diligenter une enquête pour aller vérifier que cela a été fait et correct. S'il y a des dérapages, déjà on peut arrêter les contrats et on peut demander aux partenaires de rembourser. De rembourser. Et s'il ne le fait pas, il y a quelles sanctions? Il peut être blacklisté, c'est-à-dire il est, comment il faut dire ça, il est indexé dans le système humanitaire et il ne pourra plus accéder au financement de tous les bailleurs. Parce qu'ensuite, les bailleurs vont se communiquer que telle organisation a été dans les détournements et il ne peut plus avoir accès au financement. S'il arrive que les évaluateurs qui passent, ils trouvent que tout est OK et ils donnent leur OK, vous continuez le projet et vous continuez à avoir des financements. Et aussi parmi d'autres mécanismes, c'est que vous n'avez pas tous les fonds au même moment. On les donne par tranche et une fois que vous avez justifié une première tranche, on vient évaluer, on passe à l'autre tranche. Si vous arrivez à tout justifier avec les évaluateurs, ensuite on va envoyer un auditeur, des cabinets d'audit indépendants qui vont venir fouiller au détail près. Pièce par pièce. Un cabinet d'audit. Cabinet d'audit. Voilà pourquoi c'est qu'ils ont besoin des preuves de paiement, c'est ça? Des preuves de paiement, des reçus. Ils ont besoin de plus. Donc, ils ont besoin non seulement de ces preuves, ils ont besoin de vérifier si vous avez respecté scrupuleusement la mise en œuvre du projet tel que vous l'avez décrit. Ça, c'est la première chose. Ils vérifient si vous avez respecté vos procédures administratives, financières et logistiques
dans la mise en œuvre de ces projets-là et dans la passion des marchés. Et ensuite, quand ils ont vérifié cela, ils vérifient les pièces justificatives, si ces pièces-là correspondent à l'ensemble des procédures que vous avez décrites. Tout ça sont des mécanismes pour se rassurer que l'argent qui est donné pour apporter de l'aide n'est pas utilisé pour autre chose ou il n'est pas consommé pour autre chose. Et donc, ce sont des mécanismes qu'on est en train de mettre en fait au pays parce qu'on va en discuter, les approfondir pendant le deuxième symposium et on va essayer d'amener les bailleurs de fonds à l'adopter et au gouvernement de l'appuyer pour qu'ensemble, on puisse être à mesure de générer des recettes de financement ici pour répondre à notre propre crise. Parce que maintenant ici, pour répondre à notre crise humanitaire, on a besoin de recourir aux bailleurs. Et le plus grand bailleur, c'était USAID qui vient de couper ses financements. Et ça aussi, c'est un problème, non? C'est un problème sérieux oui. Qui nous pousse à chercher des solutions locales. Des solutions locales. C'est qu'il faut que le gouvernement intervienne. Absolument, parce qu'il faut qu'on arrive à faire un vrai partenariat entre les acteurs humanitaires locaux et le gouvernement. Parce que quand on parle de la localisation, on voit les acteurs locaux. Et le premier acteur local, c'est le gouvernement. Parce que ce que font les ONG nationales, c'est les services à l'État, mais on pourrait dire, ils rendent un service que l'État aurait dû faire. Donc, ils se prolongent dans les responsabilités du gouvernement et ils essaient d'apporter cette réponse-là. Et donc, c'est là qu'il est plus logique que dans ce sens-là, que le gouvernement contribue à ces fonds-là et le gouvernement appuie. C'est ces acteurs-là qui font ce travail-là. Et le ministère des Actions humanitaires contribue aussi. Le ministère des Affaires humanitaires, nous sommes dans des discussions. Nous sommes en partenariat. En fait, CONAFOD est partenaire parce qu'on travaille tout le temps avec les ministères. On est tout le temps au secrétariat général. Les processus dans lesquels nous sommes, nous générons beaucoup de discussions et beaucoup de conversations. Et la plupart des choses, on les a développées d'ailleurs en parfaite collaboration, les idées qu'on a générées. Et nous, ce que nous pensons, c'est qu'il y a quelque chose qui manque au ministère des Affaires sociales, parce que notre pays, en fait, n'a pas une loi ou une politique humanitaire. Nous avons la loi qui régit les ASBEL, mais ce n'est pas une loi qui définit la politique humanitaire du pays. Et je pense que c'est l'un des sujets qui vont être abordés pendant les symposiums. Réfléchir sur ce qu'on peut proposer. La loi aussi, la loi humanitaire. Oui, la loi humanitaire aussi manque. Donc, il faut une politique humanitaire et une loi et des mesures d'application. Je ne suis pas juriste, donc je n'ose pas m'attarder dans les détails et comment ça se fait. Mais en fait, on a besoin d'avoir un cadre légal qui régule en fait l'action humanitaire en RDC et dans lequel on aimerait introduire en fait les principes de localisation pour pouvoir avoir un cadre qui nous permet de répondre à nos besoins, même à l'absence de l'appui extérieur, comme pour le cas, par exemple, l'USAID finançait à 70% l'action humanitaire au Congo. Et maintenant que l'USAID s'est retiré, il y a un gap sérieux. On est en train de se demander sur les 2,5 milliards dont on a besoin pour les besoins humanitaires, comment on va faire? Maintenant, comment vous allez faire? Est-ce qu'il y a d'autres partenaires fiables? Oui, il y a effectivement des partenaire pour la RDC. Mais pas à la hauteur des USAID. Pas à la hauteur. Il y a l'Union européenne qui est là, il y a FCDO, il y a l'Allemagne. Donc il y a beaucoup d'autres bailleurs, mais qui n'atteignent pas le... L'USAID, c'était en fait les champions qui portaient le plus. Mais il faut qu'on trouve des mécanismes alternatifs pour pouvoir combler. Ce n'est pas évident qu'on va arriver à cela, à la première année. Alors, le 2 milliards risque de rester seulement sur papier parce que l'USAID est parti? Souvent, c'est le cas. En fait, malheureusement, souvent, c'est le cas. On fait des plans de réponse humanitaire avec les budgets qu'il faut, mais on n'arrive pas. Souvent, on n'arrive même pas à mobiliser plus de 60%. On sait que pour la RDC, quand on a beaucoup mobilisé, je pense que c'est l'année passée, on est arrivé à 51%. Et c'était un record. Et ça, c'est avec un travail vraiment approfondi du coordinateur humanitaire, qu'on salue en passant, parce qu'il est vraiment impliqué. Évidemment, il y a aussi tous ses collaborateurs et nous tous qui participons à des séances de levée de fonds. Mais cette année, on est très préoccupés avec les retraits des USAID. Il faut que le gouvernement trouve des mécanismes alternatifs et il faut que tous on réfléchisse sur ce qu'on peut faire. Et nous, ce que nous pensons qu'au niveau local, c'est assez possible parce qu'il y a beaucoup d'entreprises minières, entreprises forestières, la FEC qui ont justement beaucoup de fonds. Ils payent une partie à l'impôt. Ils peuvent aussi contribuer une partie à l'action humanitaire. Et je pense que si vraiment on avait une politique humanitaire, un cadre légal bien établi, on pourrait facilement mobiliser dans ces pays 2 milliards pour l'action humanitaire. Alors pour terminer, l'État, le gouvernement intervient à quel pourcentage?
Alors, ça, je ne sais pas le dire. Je sais qu'il y a un budget du gouvernement qui est destiné à l'action humanitaire. On n'a pas beaucoup de visibilité sur ça. Donc, je ne sais pas vous dire exactement ça correspond à combien. Parce qu'on n'a pas aussi de visibilité sur la procédure, comment on accède à ces financements-là. Parce que chaque fois qu'on est dans des réunions avec les ministères, avec d'autres parties prenantes, la première question que posent les acteurs locaux, quel est le mécanisme qui est suivi quel est le processus qu'on suit pour accéder au financement humanitaire par le gouvernement? Et ça, je ne sais pas, je pense que c'est le ministre lui-même qui peut répondre. Je ne suis pas bien placé pour répondre à la question et donc je ne sais pas dire exactement à quel pourcentage le gouvernement contribue, mais nous, on aimerait que le gouvernement contribue à au moins 50%. Et je pense que ça fait partie des plaidoyers que nous portons pendant les symposiums. Alors, les symposiums, la date, c'est pour quand? Le 20? Alors, le deuxième symposium se tient du 23 au 25 décembre. Donc, c'est déjà le lundi prochain, lundi, mardi, mercredi. La première journée sera en fait une journée très importante parce qu'on attend recevoir, pour le symposium, on attend recevoir 200 participants qui viendront de l'intérieur, de Kinshasa et des pays étrangers. Parce qu'on aura des gens qui viendront de Bruxelles, de Belgique, de la Belgique, de la Suisse. Il y a d'autres qui vont suivre, vont se connecter en ligne à partir de la France et d'autres pays. Et donc ça va être, comme nous le disons, une grande messe de l'humanitaire et ça serait dommage pour ceux qui ne viendront pas parce que, évidemment, les places sont aussi limitées, c'est 200 personnes. Mais on espère vraiment, on a invité des officiels, on a invité des membres du gouvernement. On espère qu'ils seront là pour pouvoir discuter vraiment à fond, pouvoir donner des idées et pouvoir aussi réfléchir sur comment on peut faire mieux pour que les pays prennent en main l'action humanitaire au pays. Voilà, merci beaucoup de Joseph Kaningi. Kakisingi. Voilà, Kakisingi. Surtout de cet éclaircissement sur la localisation. Plusieurs personnes ne comprenaient pas ce terme humanitaire et je pense, à travers cette émission, ils ont été beaucoup plus éclairés.